Il est 14h16. Macaro, tu vas nous lire le Brunet-Métrie, s'il te plaît, parce que l'affaire est sérieuse. Non, mais je plaisante pas, l'affaire est beaucoup plus sérieuse que les débats politiques que nous avons tous les jours. Bien sûr. Parce qu'on touche à ce que nous ingérons, ce que nous mettons dans nos organismes tous les jours. Alors le deuxième Brunet-Métrie d'aujourd'hui, à force d'écouter les soi-disant experts, tu as peur de ce que tu mets dans ton assiette. Et pour l'instant, vous êtes 67% à partager la peur d'Éric. Heureusement, mesdames, messieurs, Gilles Rivière-Bechstein est là. Bonjour mon cher Gilles. Bonjour Eric. Vous publiez Panique dans l'assiette, ils se nourrissent de nos peurs aux éditions Le Publieur. Et alors là, grande respiration. Et alors là, vous lisez ce bouquin, c'est fini les angoisses existentielles sur ce qu'on met ce qu'on met à l'intérieur de son assiette. Et avant même de vous inviter, j'ai eu un certain nombre de coups de fil, dont l'ami Pascal Perry qui me dit « Mais mon Dieu, que tu as de la chance d'inviter Rivière-Bechstein, tu vas voir, il est à rebrousse-poil, il est à contresens de la pensée dominante dans le business de l'alimentaire, et justement, tu vas voir, ça va être jubilatoire. » Alors, je suis pas un grand professionnel, je lis pas les livres, Gilles, vous m'en voulez pas, hein. Ah, un petit peu quand même. Mais attendez, dans mon équipe, tout le monde les lit, hein. Ah oui, non, ça a été lu par Caroline la stagiaire qui est la seule à bosser, par Rémi Le Ch'ti, mais moi, il se trouve que je souffre de fainéantise depuis tellement longtemps. En revanche, j'ai lu la première page. C'est celle de votre préfacier. Alors, c'est Denis Corpet, professeur émérite hygiène et nutrition humaine à l'École nationale vétérinaire et Toulouse, c'est ça, hein? C'est ça. Toulouse. Et alors, lui, encore une fois, c'est la 5e ligne de la préface, hein. Écoutez, je vous lis. Écoutez. Nutritionniste et toxicologue, je mange au moins une pomme chaque jour, et sans prendre la peine de l'éplucher. Une pomme, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire qui n'est pas issu de l'agriculture biologique. En espérant vivre assez vieux pour devenir centenaire, j'aurais alors mangé plus de 30 000 pommes avec leur peau. Bien évidemment, avec les résidus de pesticides encore présents. Mais ces doses de pesticides sont si faibles qu'il faudrait manger 25 millions de pommes, et non pas 30 000, 25 millions de pommes pour ingérer autant de substances cancérigènes qu'en buvant un seul verre de vin, qu'il soit bio ou non. Bon, bah écoutez, ça relativise, hein. Ah, ça plante le décor, non? Ouais. Alors, votre thèse, c'est que finalement, il y a autour de nous des lobbies. Alors, quand on parle des lobbies, on parle toujours des industriels, etc., de Monsanto, les méchants, là, voilà, ou Carrefour, ou Auchan. Mais vous dites, il y a des lobbies plus discrets, dont on parle moins, qu'on n'ose pas appeler lobby, d'ailleurs. Absolument. Et qui, eux, nous foutent la trouille tout le temps. C'est quoi? C'est les anti-OGM, ceux qui sont pour le bio. Expliquez ça. Oui, mais vous avez aussi Carrefour et les grands qui le business. Il y a un business de la peur. Il y a un business de la peur alimentaire. C'est qu'on vous fait consciemment peur, volontairement peur, pour que vous changez votre mode alimentaire et pour que vous ayez à faire d'autres produits. Et comme par hasard, tous ces produits surgissent comme ça et apparaissent. Et bien entendu, alors il y a toujours une petite chose intéressante dans ces produits, c'est qu'au moins ils contiennent de choses, au plus ils sont chers. Voilà. Hein, le sans gluten est plus cher, le sans ci, le sans ça, le sans sel, le sans poivre, le bio, voilà. tout simplement. Le bio est bien entendu plus cher. Donc tout est plus cher. Donc en fait, on a fait un commerce de la peur. On vous fait peur dans votre assiette. Donc, bien entendu, à force d'entendre que c'est dangereux, vous n'allez pas vous empoisonner. Donc, vous cherchez, bien entendu, des produits qui seraient sans risque, bien entendu. Et là, vous êtes prêt à payer plus cher. Surtout si vous êtes une maman, vous avez des enfants ou une grand-mère. Alors là, pour ces petits enfants auxquels on fait un choix, on va pas faire quand même quelques économies de 1 euro, 2 euros. Et donc, on voit, on a vu s'est développer en France une gigantesque machine. J'appelle ça la fabrique de la peur alimentaire et qui est finalement très plaisante pour tout le monde. Tout le monde en profite. Le politique en profite, les Carrefour en profite. Vous avez eu la dernière campagne de Carrefour sur les semences paysannes, voilà, comme ça, voilà, eux, ils vous vendent des fruits qui n'existaient pas avant, enfin, qui n'existent plus, qui existaient avant. Donc, vous allez bien entendu les payer plus cher. Oui. Et puis, donc, tout ça, c'est souvent basé sur la nostalgie, hein. Alors, c'était mieux avant. Alors, oui, c'était mieux, mais surtout, quand vous posez la question au consommateur, c'est pas seulement que c'était mieux avant, c'est que, au moins, c'est sain. Avant, c'était sain. Aujourd'hui, c'est dangereux. Enfin, voilà, hein, on associe cette alimentation à des maladies, plein de maladies. Hein, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas vrai.
Écoutez, a priori, d'après tout ce que moi, toutes les enquêtes que j'ai pu voir, moi j'en fais pas, je suis pas scientifique, mais j'ai pris contact avec tous les experts dans la nutrition et tous me disent, non, si vous voulez avoir une alimentation saine, c'est très simple. Il faut manger varié de tout de manière modérée, mais variée. Nous sommes des omnivores. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin de manger plein de choses différentes. Vous voyez, si vous avez un chien, vous lui donnez toujours la même chose, il est content. Je pense que même si vous apportez un homard tous les jours, au bout d'une semaine, vous aurez un peu ras-le-bol. Voyez. Donc nous, on a cette qualité particulière d'aimer, on est omnivore, donc on veut avoir des aliments différents. C'est pas par hasard. La nature nous a fait comme ça, parce que c'est justement cette diversité d'aliments qui fait en sorte que finalement, on obtient tout ce dont notre organisme a besoin. Or, quand nous avons des problèmes alimentaires, c'est précisément parce que nous avons soit des manques de quelque chose, soit quelque chose en trop. Oui. Très bien, j'entends ce que vous dites, mais ce qui m'intéresse le plus dans ce que vous dites, c'est que finalement, le rayon classique des pommes, en supermarché ou dans une épicerie ou les tomates classiques, je ne parle pas des bio, finalement, quand elles sont cultivées selon les process autorisés en France, etc., elles ne sont pas dangereuses. C'est ça que vous dites? Absolument, mais en Europe, pas qu'en France. En fait, on a des normes sanitaires en Europe, aux États-Unis, au Japon. Alors peut-être pas dans certains pays, je sais pas, la Chine, l'Inde, j'en sais rien. Mais dans les pays, dans ces pays-là, en Europe, chez nous, bien entendu, il y a absolument aucun risque. On peut mettre en cause la qualité nutritionnelle, on peut mettre en cause le goût. Mais au niveau de la santé, il y a absolument aucun risque, aucun problème. Mais que c'est bon à dire. Attendez, j'adore. Vous pouvez manger les yeux fermés et surtout prendre plaisir à manger à nouveau. Divers. Non, mais divers, c'est un autre sujet. Non, attention, silence. 3, 2, 1. Mesdames, messieurs, ce que nous dit notre invité aujourd'hui, c'est que vous pouvez aller acheter vos tomates fabriquées en France par un éleveur français. Pas bio du tout. Et manger ces tomates et puis alterner ça avec d'autres fruits et légumes toute l'année, toute votre vie, sans que ça nuise à votre existence. Voilà. C'est-à-dire que les produits non bio ne sont pas dangereux. Absolument. Et heureusement, parce que je rappelle quand même que 96% des surfaces agricoles en France, c'est du non bio. Donc si ces produits étaient dangereux, ça voudrait dire que la France, ce serait une machine à faire du poison. Or, nos agriculteurs, franchement, mais c'est pas du tout le cas. Ce sont des excellents producteurs qui font d'excellents produits et nous devons être fiers de nos agriculteurs. Ce sont des gens qui travaillent très, très, très bien et qui travaillent avec conscience. Ceux qui sont en train de se battre, là, en ce moment, pour l'autorisation du glyphosate. Le glyphosate, oui. Ils ont raison de se battre. Ils ont raison. Pourquoi? C'est l'herbicide le moins dangereux qui existe sur le marché. Le moins dangereux. Il a simplement un petit problème. Le seul petit problème qu'il a, c'est qu'il a été conçu par Monsanto. Alors, dès qu'on parle de Monsanto, c'est le grand Satan américain. Alors, bien entendu, tous les écologistes veulent la peau de ce produit, mais c'est simplement parce qu'il a été produit par Monsanto. C'est tout. Tous les autres herbicides qui existent, vous n'en entendez pas parler? C'est mon idole, lui. Je l'adore. Gilles Rivière-Wechstein, je vous adopte. Voilà. C'est bon. C'est pour le moins Non, mais j'adore. Mais tu sais ce que c'est? C'est ça, les vrais lanceurs d'alerte. C'est pas ceux qui disent, aujourd'hui, il y a des produits chimiques dans les tomates. Non. Lui, il creuse. Il va chercher très loin. Et effectivement, Monsanto, quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils sont coupables. On est dans une société où on déteste les grands. Monsanto, c'est un grand et riche et puissant. Par conséquent, tout ce qui est entrepris, c'est forcément nuisible. Or, il a raison de le dire. Moi, je connais, j'ai des proches dans ma famille qui sont dans le monde agricole et qui me disent exactement comme Gilles, qui me disent, on n'a pas aujourd'hui trouvé mieux comme herbicide. C'est le moins dangereux. Il n'est pas du tout dangereux d'ailleurs. Et donc, on s'y tient. Voilà. Mais... En fait, c'est un coup de génie, le glyphosate. C'est vraiment un coup de génie de la part de cette société. Elle a fait ce produit il y a une trentaine d'années, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a survécu. C'est vraiment un coup de génie. Donc c'est normal qu'il ait été adopté par des millions d'agriculteurs, mais dans le monde entier. Et c'est un produit, pour vous donner une petite idée, il a subi le regard des experts de toutes les agences du monde depuis 30 ans. Alors, pensez une seconde que Monsanto pourrait contrôler toutes ces agences du monde, mais vous imaginez, on est en plein mégalomanie, en plein complotisme. Ouais.
Ah ouais. Intéressant. Gilles Rivière-Wechstein est mon invité. Il publie Panique dans l'assiette. Ils se nourrissent de nos peurs, le publieur. Et pour une fois, c'est pas quelqu'un qui tape sur Monsanto. Pour une fois, c'est quelqu'un qui tape sur d'autres lobbies plus discrets dont on ne parle pas. Ceux qui veulent gagner de l'argent avec le bio, ceux qui veulent gagner de l'argent. On parlera des OGM dans un instant. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez des OGM. Ceux qui veulent gagner de l'argent en dénonçant les OGM, ceux qui veulent gagner de l'argent en dénonçant le gluten, etc. Bref, ceux qui passent leur journée à nous faire peur et qui sont repris de façon moutonnière par tous les journalistes de la Terre qui disent « Ah oui, oh là là, oh le gluten, ah oui, mon pauvre monsieur, ben oui, ben oui. » Bon, Caro. Alors pour le moment, vous êtes 68% à avoir la même peur que toi, Eric. Mais moi, tu sais quoi? Moi, je vais te dire, c'est historique. Je pense qu'à la fin de l'émission, je vais tourner ma veste et que j'aurai. Mais non, mais parce que je n'aurai plus peur, parce que c'est la première fois que j'entends ce discours. C'est la première fois que j'entends un mec qui vient ici, qui dit mais arrêtez d'être terrorisés. J'ai 96% des paysans français font des tomates. Qu'est-ce que vous croyez que ce sont des assassins? Non, il a raison, mais personne ne dit ça. Et j'ai tellement entendu les mecs anti-OGM, j'ai tellement entendu les mecs anti-Monsanto, j'ai tellement entendu les mecs anti-gluten, j'ai tellement entendu les pro-bio que je m'y suis mis un petit peu, moi, au tofu et au boulgour, modérément, faut pas exagérer. Je succombe rapidement à la tentation de la côte de bœuf. Mais bon, je m'y suis mis quand même timidement de temps en temps comme ça. Et ça me fait tellement de bien de vous entendre me dire que 96% des agriculteurs français qui sont assujettis à des normes ultra drastiques quand même, que 96% ne produisent pas du bio et pourtant font des produits qu'on peut manger tous les jours et vivre centenaire et qu'il n'y a pas l'ombre d'un danger dans tout ça, que ça me fait un tel bien que je vous le dis, je retourne mon Brunet-Métry. J'ai plus peur, moi. Je n'ai plus peur. Je vote contre moi. Oui, Caroline. Je crois que tous ceux qui nous écoutent n'ont plus peur non plus. Je vais te dire juste le petit message de Pierre. Un grand merci, Eric, et à votre invité. Pour une fois que quelqu'un dit les choses comme elles sont, ça me fait plaisir en tant qu'agriculteur conventionnel. Alors, j'ai Jean-Louis de Valenciennes. Tiens, c'est peut-être Jean-Louis Borloo, Jean-Louis de Valenciennes, qui me dit et les œufs et le fipronil, posez la question à votre invité. Alors oui, cet été, on a découvert que dans des œufs, des produits transformés, on avait trouvé du fipronil. C'est quoi le fipronil? Oui, alors c'est un insecticide. Un insecticide. Alors vous voyez que tout n'est pas parfait. Absolument, on va le rassurer d'ailleurs, parce que je ne sais pas si ce monsieur a un chien ou un chat, mais s'il traite son chien ou son chat avec contre les poux, ouais. Il va être en présence d'une dose de fipronil qui est 1000 fois supérieure à ce qu'il pourrait éventuellement avoir dans les œufs qu'il aurait éventuellement pu manger. Donc déjà, si les doses de fipronil qu'on a trouvées dans ces œufs ne représentent strictement aucun risque pour la santé. Alors bien entendu, il fallait pas qu'il y soit parce que c'était interdit. C'est une substance interdite. Alors c'est assez drôle parce que pourquoi est-ce que les gens ont fraudé, ont mis ce produit? Parce qu'il est très efficace. Et à qui est-ce qu'on l'a vendu? Notamment aux producteurs de bio. Des œufs bio. Ben oui, il faut rappeler que c'était des œufs bio. C'était des œufs bio. Pas que, mais aussi des œufs bio. Aussi des œufs bio. Parce que, effectivement, comme ces gens, ils ont rien pour traiter contre les poux, etc. Là, vous avez de hurluberlus qui leur ont vendu un produit miracle en disant c'est du naturel, vous allez voir, c'est très efficace. Ils ont regardé, ah ouais, c'est vachement naturel, c'est vachement efficace. Bah oui, le type, il avait mis du fipronil dedans. Alors bien, c'est une fraude. Alors, ce qui est très intéressant, c'est une fraude qui a été faite par 2 mecs en Belgique. Cette fraude a été mise à jour. Et tous les produits qui contenaient ces fipronil ont pu être tracés jusqu'à la barquette de gaufres dans votre magasin. Ce qui vous montre à quel point en Europe, on a une sécurité alimentaire avec une capacité de remonter les filières qui est extraordinaire. Il n'existe pas d'autre secteur économique où il y a de tels contrôles et un tel suivi. Ouais. Donc, ce qui prouve encore une fois, pour moi, cette affaire de fipronil, c'est une preuve par l'absurde que notre alimentation est saine, contrairement à ce qu'on pense. Alors, bien entendu, on vous fait peur parce que ça marche, ça fait vendre, puis les mots, moi, j'y connais rien. Alors, glyphosate, fipronil, je suis déjà sous mon lit. Je suis sous mon lit, vous voyez, entre le sommier et le parquet, là, je suis sous mon lit, planqué. Comme si les Allemands débarquaient à Paris, quoi. Tu vois, un peu, enfin, là, je fais je suis un peu hors sujet, non, mais tu vois, je suis sous mon lit. Non, mais attends, tu me fais glyphosate, fipronil, comme ça, dans le même journal le matin chez Bourdin, je suis terrorisé, je me fous sous mon lit, oui. Et si je te parle de bouillie sulfocalcique? Ah non, mais ça c'est bien, ça. Ouais. Ah mais ça c'est bien. Ouais, c'est ce que nous écrit, c'est bien. C'est ce que nous écrit Nico. Salut Eric, je suis producteur de pommes dans les Alpes de Haute-Provence. Écoute bien, je n'ai jamais autant traité mes fruits. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je les traite
pour un tiers à peu près des intrants. Donc j'imagine c'est les produits qu'on dépose sur les fruits pour les voilà. Un tiers de ces produits donc sont des produits bio. On est revenu par exemple à la bouillie sulfocalcique qui nécessite donc des traitements plus réguliers, mais ce sont des traitements plus sains. Et je t'assure qu'on est pratiquement arrivé aujourd'hui à produire des fruits sans résidus de produits phytosanitaires. Analyse à la pluie. Je te dis que les agriculteurs font bien leur travail en France. Non mais là c'est pas pareil. Là c'est un type qui est un bio. T'as un bio. Oui, mais alors juste une petite chose. Il utilise des traitements bio pour ses fruits en partie. Absolument, mais ça c'est très intéressant parce que autant on vous fait peur avec tout ce qui est chimique, n'est-ce pas? Tout ce qui est chimique est mauvais. Là, c'est quoi? C'est de la bouillie bordelaise. La bouillie de bordelaise, c'est quoi? C'est du cuivre. Oui, mais le problème, c'est que le cuivre, c'est dangereux pour l'homme. Et c'est dangereux pour le sol. Donc, ce que lui, il fait avec ses produits, si vous voulez, c'est pas nécessairement mieux que ce que les autres. Ce sont des produits qui ont des effets. Je n'ai jamais dit que les pesticides n'ont pas d'effet. Si vous voulez tuer les petites bestioles qui vous bouffent vos fruits, il faut bien que ce soit toxique. Ouais. C'est simplement... Ah oui, puisque ça tue les bestioles. Bien sûr, mais votre voiture aussi, elle est dangereuse. Ouais. Bon, voilà, tout est dangereux. Simplement, les doses qui restent dans l'alimentation, c'est fait de manière à ce que ça ne pose plus de danger pour votre santé. Mais les produits en tant que tels sont tous, bien entendu, toxiques d'une manière ou d'une autre. C'est génial, c'est que la bouillie bordelaise utilisée par ce type qui pense faire du bio, elle est toxique. Oui, puisqu'elle tue des... Écoutez, c'est pas parce qu'un produit est naturel qu'il n'est pas dangereux. La nicotine, c'est naturel, non? L'arsenic, c'est naturel, non? Le cuivre, c'est naturel, non? Il y a plein de produits naturels. Vous savez, on empoisonnait les gens avec les produits naturels avant. Bien sûr que oui. Voilà, donc c'est pas cette idée que c'est naturel, donc c'est bon. Le laurier cerise, tu vois une branche de laurier cerise, tu la bouffes, t'en bouffes les feuilles ou les baies ou je ne sais quoi, tu suces la branche, le bois, tu clapotes dans la soirée. Exactement. Donc cette idée que d'un côté il y a le bon parce que c'est naturel et puis le mauvais parce que c'est chimique et de synthèse, ça vient de l'industrie, ça c'est un fantasme et le problème c'est que ce fantasme a été entretenu pendant des dizaines d'années en France à un point où aujourd'hui dire ça a apporté une bombe atomique dans un débat quoi. Vous êtes à table. Mais pourquoi? Alors attends. Je vais prendre Daniel dans un instant qui a fait le 32-16. Question. Gilles Rivière-Weinstein. Je rappelle que vous publiez Panique dans l'assiette. Ils se nourrissent de nos peurs. Pourquoi face à ceux qui veulent nous foutre la trouille sur les OGM, nous foutre la trouille surtout sur le gluten, nous foutre la trouille sur les produits industriels, pourquoi est-ce que l'industrie, puisqu'elle est vertueuse, ne se défend pas? Mais pourquoi est-ce que le monde profite, pardi? Elle en profite. C'est elle qui fait ses produits également. Vous voyez bien que dans Carrefour, comme vous disiez tout à l'heure, il y a bien un rayon bio. Il y a bien un rayon sans gluten. Toutes ces grandes entreprises, elles y sont. Vous avez vu l'enquête de Cochoisir au mois de septembre sur les rayons bio dans les grandes surfaces où ils prennent des taxes. D'abord, le produit lui-même est plus cher, mais surtout, ils le taxent beaucoup plus. Ils font des surmarges. Des surmarges qu'un produit classique. Oui, c'est pas des taxes, ils font des surmarges, pardon. Écoutez, tout le monde en profite de cette affaire de peur, sauf le consommateur et l'agriculteur. Tout le monde en profite, y compris le politique, parce qu'il est là, il prend des mesures, vous voyez, il va interdire le glyphosate, et comme ça, il va vous protéger, il va vous protéger votre santé. Alors, il n'y a pas de problème de santé, comme il n'y a pas de problème de santé, vous en créez un. Une fois qu'on vous crée problème de santé, alors on prend des mesures pour l'interdire. Et comme ça, ben, l'homme politique, il apparaît comme celui qui est protecteur, qui a toutes les vertus. En réalité, il a créé un problème pour ensuite prendre une mesure qui finalement coûte beaucoup plus cher à l'agriculteur et à la société. Pour vous prendre un exemple, le glyphosate qu'on va interdire, vous savez combien ça va coûter à la société française par an? 2 milliards d'euros. Et pour la SNCF, 500 millions d'euros par an uniquement pour désherber les chemins de fer. 500 millions d'euros par an en plus. C'est assez drôle parce que Emmanuel Macron a promis au monde agricole 5 milliards, une enveloppe de 5 milliards, et là, s'il interdit le glyphosate, en 2 ans, il a bouffé l'enveloppe. C'est complètement absurde. Il n'est pas prêt de l'interdire. Attends, non, pour l'instant. Daniel, Saint-Félix-Lauragais, Haute-Garonne, 28 ans. Salut Daniel. Bonjour Eric. Bon, alors j'ai retourné ma veste, Daniel. Ça y est. Mais tu as raison. Alors, j'aimerais apporter un tout petit bémol à l'intervenant que vous recevez, qui parle très très bien et je suis à 90% d'accord avec lui. Il dit que personne dans l'industrie n'est victime de ça. Mais si, les petits producteurs. Moi, je suis producteur de foie gras. Et quand on dit attention, dans les médias, il y a des articles qui parlent de la grippe aviaire, de ce genre de produits-là.
Et bien moi je subis ça de plein fouet puisque sur des marchés de Noël, sur ce genre de choses, il m'est arrivé de vendre 0 foie gras parce que les gens ont peur de ça. Quand je voyage partout en France pour vendre mon foie gras, la première question qu'on me pose c'est est-ce que vos foie gras ont eu la grippe aviaire et c'est pas par compassion pour moi ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment parce qu'ils ont peur, eux, d'attraper la grippe aviaire au travers de mon foie gras. Oui, mais voilà. J'ai bien dit la grande industrie. Bien entendu que les petits producteurs, même les producteurs, même pas les petits, tous les producteurs, tous les agriculteurs subissent en plein fouet cette panique de l'assiette et ces peurs, et ça leur fait beaucoup de tort. Donc le monde agricole en général, effectivement, est victime, et le consommateur, parce qu'il s'achète du rêve sanitaire en dépensant plus d'argent. Gilles m'appelle de Gagny, Seine-Saint-Denis. Bonjour Gilles. Bonjour Eric. Est-ce que vous avez peur de temps en temps quand vous faites vos courses, quand vous regardez ce qu'on vous met dans l'assiette? Ah non, moi plus maintenant, parce que maintenant je suis végétalien. J'ai fait une étude un peu sur tout ce qui a été, surtout sur l'alimentation générale. C'est une recherche personnelle assez sérieuse. Ouais. Et je vous dis franchement, oui, c'est important d'avoir peur pour vraiment en fait, faire des recherches sur le sujet de l'alimentation et se poser les bonnes questions. Déjà, commencer à dire on est omnivore, déjà, on va pas être d'accord. Moi, regardez juste la physiologie humaine, vous pouvez pas dire qu'on est omni. On est omni par opportunisme, mais on n'est pas omni de base physiologiquement. On n'a pas le même système digestif pour digérer la viande qu'un félin. Donc déjà, on n'est pas d'accord sur ce point, mais ça c'est un autre sujet. Moi je pense que rassurer les gens pour leur dire ah non, surtout changez pas votre mode alimentaire, tout va bien, vous allez pas être malade, c'est une erreur parce que réellement il faut revoir notre mode alimentaire. Pourquoi ? Pour l'environnement. Pour l'environnement, on ne peut pas continuer à être omnivore. L'élevage, l'agriculture par l'élevage, au niveau des têtes de bétail, c'est une horreur pour l'environnement. Donc déjà ça, c'est déjà un gros problème. Ouais. C'est déjà un gros problème. De toute façon, on mange trop de produits carnés, ça c'est indéniable. Mais ça c'est indéniable. Ça c'est pas lié à la production, c'est lié aux habitudes alimentaires des gens. Ce que dit mon invité, c'est que aujourd'hui les filières de production en Europe, faut pas faire peur parce que même les produits qui sont pas bio sont des produits sains et qui sont pas dangereux. Et je dis pas le contraire. Non, je dis pas le contraire. D'accord. Je dis pas le contraire. Moi, je consomme des produits aussi non bio parce qu'il y a aussi, c'est par rapport à la teneur en pesticides. Moi, j'ai éliminé simplement le top 3 ou 4 des fruits et des légumes qui sont les plus contaminés. Parce qu'évidemment, on mange pas qu'une pomme ou que des pommes par jour, on mange tout un tas de produits bourrés de pesticides. Donc ça fait énormément. Moi, par exemple, il y a mon invité à côté, il dit non avec la tête, il dit non, pas bourré. Il peut y avoir des traces minimum de pesticides qui n'ont absolument aucun effet sur votre santé, mais dire bourré, c'est déjà un abus de langage total. Non, mais c'est vrai que le terme bourré n'est peut-être pas approprié. Pas du tout approprié. On ne peut pas nier quand même que un amoncellement de pesticides dans notre alimentation au quotidien a forcément un effet. Absolument aucun effet aux doses auxquelles on les a. Aucun effet aux doses auxquelles vous les avez pour l'ensemble de votre vie. Aucun effet. Zéro. Bon, rien. On sera pas d'accord. Donc on sera pas d'accord là-dessus. Il est sympa, Gilles, parce que tu vois, on n'est pas d'accord. Sur l'effet des pesticides dans l'alimentation au quotidien, j'ai lu des études assez sérieuses qui fait que oui, ça impactait notre santé à plus ou moins long terme en fonction de notre physiologie. Donc à ce niveau-là, non, c'est sûr qu'on sera pas d'accord, malheureusement. Alors Gilles, c'était très bon de vous entendre parce que vous rééquilibrez un peu cette émission. Vous savez que moi je suis quand même soucieux de démocratie et c'est bien que vous soyez là et je respecte votre opinion, surtout que c'était la mienne il y a encore 3/4 d'heure. Gilles Rivière-Weinstein, deux choses, parce que le temps tourne et je veux vous entendre, mais 30 secondes sur chaque truc. La première, mon invité, je vais vous appeler tous les deux Gilles, mais Gilles Rivière-Weinstein, les OGM, c'est là que vous allez peut-être fâcher un certain nombre de personnes, parce que sur les OGM, les OGM qui sont aujourd'hui autorisés, ou qui ont été autorisés en tout cas jusqu'à présent, ont passé toutes les études et tous les organismes sanitaires pour dire clairement qu'ils ne représentent aucun danger pour la santé humaine. Rien. Pas de danger pour la santé humaine en ce qui concerne les OGM. On peut être contre le système agricole dans lequel ils sont inclus, on peut être opposé à ce modèle agricole qu'ils véhiculent. Ça, c'est un autre débat, mais il n'y a aucun
danger pour la santé Moi, je humaine. suis pas contre les OGM. Je suis pas contre les OGM parce que de toute façon, tous les aliments de base, les fruits et les légumes de base, ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Ils ont été calibrés, ils ont été conditionnés. Donc, de toute façon, quelque part, ils sont un peu, on va dire, tous un peu OGM. On peut dire ça comme ça. Ils sont plus aussi équilibrés qu'avant. Sans compter qu'avec l'appauvrissement des sols, on a plus de vitamine B12. Moi, je la prends en complément. Vous la prenez dans la viande ou dans tous les produits carnés. Carnés. Voilà. Et deuxième question, Gilles Rivière-Wechstein, les études. Bourdin, moi, ici à RMC le matin, les grandes gueules, on reçoit tous les 2-3 jours une étude qui porte sur des produits, l'alimentation, et qui est en général contradictoire avec l'étude qu'on a vue 3 jours avant. Alors nous, on est des pauvres gars, on peut pas savoir si l'étude est sérieuse, on n'a aucun moyen, mais qui peuvent nous dire tiens, tel poisson est dangereux, faut plus manger de poisson jeudi midi. Enfin, parfois c'est n'importe quoi. Voilà. On a des mecs, on sait pas d'où ils viennent, mais qui font des études sur n'importe quoi. Et comment savoir ce qui est juste, ce qui est pas juste, parce que vous avez des études contradictoires surtout sur les OGM, surtout. Absolument. Moi, je pense qu'on a mis en place depuis une quinzaine d'années des agences sanitaires en France, dans d'autres pays, en Europe, etc. Ces gens-là, leur métier et leur vocation, c'est justement de vous donner un avis éclairé. Ces agences ont été faites de manière indépendante pour donner un avis éclairé aux responsables politiques. C'est depuis l'affaire de la vache folle qu'on a mis ces agences en place. Eh ben, regardez les avis de ces agences. Les avis de ces agences sont en général de très très bonne qualité. Et toute personne qui prétend que l'industrie est à la manœuvre sur l'ensemble de ces études, c'est absolument pas possible. Elle peut l'être éventuellement sur une étude particulière à un moment donné, mais si vous avez l'ensemble des études du monde entier qui vont dans un sens, là-dedans, franchement, vous prenez pas de risque. En revanche, c'est vrai que vous avez ça fait partie de la fabrique de la peur. La fabrique de la peur, c'est venir avec des études qui vous met le doute. On vous met le doute, attention, il y a peut-être un risque. Regardez sur les OGM, on n'a jamais prouvé le risque. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a peut-être un risque. Peut-être que plus tard on trouvera un risque. Donc c'est l'idée, voilà. Donc c'est l'idée du doute. On vous met le doute dans la tête, et c'est comme ça que la fabrique de la peur fonctionne, par le doute, le doute et le doute. Ouais. Bon, merci beaucoup. Pardon à Gilles de Gagny, c'est pas sympa, mais il est 14h47, c'est comme ça. Je respecte le timing. Gilles Rivière-Wechstein, vous publiez Panique dans l'assiette, ils se nourrissent de nos peurs, le publieur. Merci, vous m'avez éclairé, vous m'avez retourné, et je suis heureux de vous avoir entendu parce que votre parole est très rare. Faites attention à vous. Merci beaucoup. Bon, ben oui, faites attention. Moi, faites attention à ce que vous mangez. Non, mais faites attention à vous parce que je veux continuer à l'entendre. Vous faites pas pervertir par des gens qui essaient de vous acheter, etc. Je trouve que c'est très courageux d'être à rebrousse-poil. Et c'est très inconfortable. Et souvent, il y a des gens qui prennent des postures de grande gueule. Regardez, moi, je suis quelqu'un, j'hésite pas à dire ce que j'ai envie de dire, oui. Mais souvent, ils prennent le mainstream, ils prennent le courant. C'est justement être contre-courant, c'est ça. Lui, il est à contre-courant. Tu sais, tu vas autour d'un parc, tout le monde fait son jogging le samedi matin. Lui, il court dans l'autre sens, face aux gens. Il manque de s'en prendre un tous les mètres. Il est obligé d'esquiver un coup à gauche, un coup à droite. Mais c'est très courageux. Merci beaucoup.